Dans le livre, il y a des personnages qui partent en Antarctique construire un astroport pour peut-être un jour partir dans l'espace. Et donc, une communauté s'organise dans le tome 1. Et en parallèle, dans la vraie vie, nous, on dessine et on écrit à 4 mains, enfin, la main gauche d'Éléonore et ma main droite. Et on invite des gens qui ne font pas de la bande dessinée à venir co-construire l'espace imaginaire qu'on déploie. Et donc tout ça, ça vient à la sortie de nos études, où il y a un peu une envie de se questionner sur en fait comment on a envie de faire la BD, comment on a envie de créer un projet, comment on fait groupe pour travailler, est-ce qu'on monte un studio pour être autonome, est-ce qu'on cherche un éditeur, comment on fonctionne ensemble, quoi. Donc à ce moment-là, avec Romane, on se dit très bien, on va écrire un truc à deux, mais on va pas non plus aller explorer toute seule tous les champs de réflexion qu'on avait en tête. Et donc, par exemple, à ce moment-là, on invite Adrien Lestrade, qui est architecte, et on lui demande de faire les plans d'une base qui serait en Antarctique. On est allé en résidence dans un espace un peu art et sciences. Et donc, en fait, il y avait plein de gens qui travaillaient sur plein de projets scientifiques. Et on était profondément curieuses. Et l'avantage de dessiner, c'est que, en fait, avec le dessin et la narration, on peut faire tous les métiers du monde, mais on n'a pas le temps de tous les apprendre. Pour le numéro 1, donc l'architecture et l'aquaponie, puisque il y a le comment on se nourrit, qui est à la fois une question qui va nous traverser, nous, ici et maintenant, mais qu'on peut aussi envoyer en Antarctique, sur comment on se nourrit en Antarctique dans le récit. Et puis au numéro 2, on s'entoure plus largement en se disant que c'est gai de faire équipe, avec donc 2 ingénieurs, Jacques-Yves Baumann et Antonin Lefilleul, et Loïc Perrier, qui est designer dans le jeu vidéo. Et on est rejoint par Antoine Carcano, aussi dessinateur et auteur de Forgerie numéro 2. L'Antarctique, c'est un peu un rêve, c'est un grand paysage blanc, c'est hyper chouette. Enfin, pour Romane et moi, on aime beaucoup dessiner le paysage, donc c'est vraiment quelque chose qui nous questionne. La couleur sur la neige, la roche. Et donc on prend ça comme une immense page blanche. Et c'est là-dessus qu'on va un peu projeter aussi une base et une construction architecturale à cet endroit-là, une communauté, des gens qui sont envoyés là-bas et qui sont en fait isolés. L'idée, c'est de les envoyer en mission prolongée pour qu'un jour, ils construisent une base qui partira dans l'espace. Et l'avantage de l'Antarctique, normalement, les traités sont encore respectés, donc c'est un territoire qui est à l'abri. Et donc ça nous permet d'amorcer un récit où on ne doit pas se préoccuper de déconstruire une géopolitique mondiale pour commencer quelque chose. Et donc l'idée, c'était de dire on utilise cette page blanche pour agir tout de suite. On donne des propositions concrètes, réalistes, accompagnées par des personnes dont c'est le métier, pour que le fantasme puisse surgir et être dans l'idée d'une proposition concrète à installer. Et d'ailleurs, il y a cette anecdote avec Philémon, qui est une personne qu'on a rencontrée à Paris, qui était fou d'aquaponie, qui n'avait pas envie de comprendre que nous, on faisait de la fiction, qui disait « mais il faut le faire ». On l'a contacté en lui disant on a plein de questions sur l'aquaponie, on a besoin de savoir ce qui est faisable ou non. Mais nous, on parlait on est autrice de BD, on est dans un projet de construction. Et finalement, on l'a rencontré, on a mis un micro sur la table et on lui a posé la question est-ce que c'est faisable de faire de l'aquaponie en Antarctique, à cet endroit de l'Antarctique? Et lui, il est parti vraiment super loin, c'était hyper chouette. Et en me disant oui, si on construit des igloos, en fait, dessous, on pourrait faire un truc. En fait, c'est faisable. Bon, ça demande une infrastructure assez particulière. Le réel venait vraiment nourrir la fiction et il y avait quand même quelque chose de possible en fait. Même si c'est de la fiction, ça serait possible de faire ça. On a pensé chaque tome comme étant à la fois autonome et à la fois une continuité. Il y a un fil rouge qui est cette communauté en Antarctique qui rêve de se projeter dans les étoiles, qui a des rites qui se sont construits, il y a vraiment des récits qui ont nourri les premières expéditions. Et donc là, pour le numéro 3, il y avait cette envie de s'attarder à comment ils gardent des traces de ce qu'ils ont vécu, comment ils se transmettent les informations, et vraiment un truc peut-être un peu méta sur la communication. L'idée, c'est comment eux, ils ont archivé leurs souvenirs et leurs mémoires, comment eux racontent ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'ils se souviennent de tout? Mais si un ou une personne vient à décéder, est-ce qu'elle part avec ses souvenirs? Et donc l'idée, c'est que pendant l'émission, quand ils sont dans des chars à glace qui les emmènent au lieu d'exploration, ils ont beaucoup de temps où en fait ils sont en déplacement mais protégés de l'extérieur qui est assez hostile. Et donc dans ces cabines, finalement ils se mettent à broder sur leurs propres vêtements
pour mémoriser aussi des choses, peut-être même mémoriser des lieux. Et en même temps, ça devient un peu comme une coutume de genre se dire qui a fait telle broderie pour raconter quoi. Et donc des gens en exploration vont revenir à la base et vont présenter leur broderie à d'autres qui vont dire bah nous on n'est pas sortis de la base mais du coup nous on gère l'aquaponie, comment on brode l'aquaponie, qu'est-ce qu'on raconte sur nos découvertes. Et donc ça devient tout un jeu de vraiment raconter des choses sur son vêtement. Dans les profondeurs de la base, donc dans le sous-sol, il y a une chorale qui s'appelle la chorale des profondeurs glacées. Et du coup, les personnages de forgerie viennent à écrire des oralités, qui sont des choses qui vont être chantées collectivement, pour qu'ensemble on se souvienne de ce qui s'est passé. Et donc il y a toute une envie de se dire, je prépare mon oralité, je la présente à la collectivité, est-ce que la collectivité va être d'accord avec cette envie de chanter cette chanson, et est-ce que ça va se poursuivre ? On a profité d'être au vaisseau mère pour pouvoir avoir un espace d'accueil et faire venir 8 autrices. Nous, on se consacrait aux costumes, au storyboard. En fait, il y a des autrices qui sont venues s'asseoir près de nous, poser des questions. On a fait un workshop d'écriture pour un peu défricher les envies de départ. Et puis là, il y a un recueil de textes qui va être une forgerie. Et donc, on n'a toujours pas dit ce que c'était une forgerie. Une forgerie, c'est une archive fictive qui se fait passer pour vraie. Et donc voilà, les costumes, c'est une forgerie qui est sortie du livre, mais on va mettre des forgeries dans le livre, et donc ça, ce sera les oralités. Pour forgerie, ce qui est hyper intéressant, c'est de ne pas travailler tout seul, à se dire, ok, comment on fait avancer cette base ? Qu'est-ce qui s'y passe ? C'est un genre de grand chantier narratif sur lequel on vient questionner plein de points. En 2018, on n'avait pas les mêmes questionnements que maintenant en 2026. Et donc à chaque fois, dès qu'on réouvre un chapitre, c'est genre « Ah, il y a ça qui me questionne. Comment ils se souviennent ? Comment ils se racontent ?» On est entouré par plusieurs personnes qui travaillent la typographie. On a plein d'envie de questionner le fait de faire des glyphes, de réfléchir aux mots et comment ça se transforme. Et quelque part, ce qui nous motive, c'est de se dire bah, on va pouvoir se questionner, faire plein de connexions, inviter des gens, profiter de ces connexions pour découvrir d'autres parties, d'autres lieux de travail. Du coup, la BD devient un prétexte à la découverte. Finalement, c'est pas du tout comme ça qu'on aurait imaginé faire de la BD de base, mais on n'est pas assise à un bureau toute la journée, toute seule. Là, on est plutôt à deux, dans des espaces qu'on cherche plutôt pluridisciplinaires. On aime jouer avec nos personnages, on aime rigoler en écrivant des dialogues, mais il y a cette espèce d'attrait, d'une curiosité, toute direction, on vit au sein d'une société et on ne s'échappe pas avec la fiction. En fait, c'est la fiction qui nous tient avec le réel et avec laquelle on est tout le temps en train de rentrer en porosité. Et c'est des allers-retours hyper chouettes de les projeter dans la fiction, de voir comment ça nous réactive sur des sujets d'actualité, en fait. On dit science-fiction, c'est toujours très compliqué parce que souvent, on est déjà dépassé. Dès qu'on voit un truc, on se dit « Waouh, c'est super, c'est le futur !» Et en fait, ça existe déjà. Donc voilà, je pense que le science-fiction, il est peut-être à comprendre dans des passions pour tout plein de caractéristiques scientifiques dont on n'a pas la prise, qu'on peut faire interagir au sein de la fiction. Et donc on se projette dans le futur, mais en fait, c'est tous les champs, et à la fois scientifiques et puis les sciences sociales, les sciences humaines, il y a toutes les sciences possibles qui peuvent donc alimenter ces fictions.